Bonjour et bienvenue à votre émission d'information dans la vallée du Richelieu, le régional. Tout d'abord, nous commençons avec les actualités de la semaine que nous avons reçues de la communauté. Ensuite, nous allons rejoindre Tristan de la Maison des Jeunes Les Quatre Fenêtres de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. Nous poursuivons avec Mme Larochelle, présidente directrice générale de la CCIVR pour le prix qu'elle a remporté, ainsi que le voyage à venir en Suède pour le dossier Nordvolt. Mme Adrienne Paris, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, discute avec nous d'économie circulaire. En terminant, Mme Nadeau, préfète de la MRC Vallée du Richelieu, nous fait un compte-rendu sur la 5e séance du Conseil de la MRC. Bonne émission! Voici les actualités de la semaine que nous avons retenues pour vous. Le 21 mai dernier a eu lieu une consultation publique à Chambly pour le réaménagement du parc Jean Bigonès. Madame la mairesse Labbé a convié ses citoyens à cette séance afin de répondre aux questions de ceux-ci, permettant ainsi d'avoir un avancement dans le dossier. Pour contribuer à améliorer la réflexion, les spécialistes de la firme et les experts ont présenté 2 options et les citoyens sont invités à donner leur opinion. Dans un tout autre ordre d'idées, la 121e filiale de la Légion canadienne d'Otterburn Park offre une multitude d'activités tout au long de l'année dans le but de soutenir nos vétérans et anciens combattants. Ils invitent tous les citoyens à participer à grand nombre, que ce soit lors de la commémoration du jour du débarquement de Normandie, le 8 juin prochain, ou des activités auront lieu avec une reconstitution de la guerre mondiale avec des véhicules militaires, ou encore en participant à l'une de leurs soirées thématiques. Dans le but de faciliter les déplacements sécuritaires sur le territoire de Saint-Basile-le-Grand, le projet de construction d'une passerelle cyclopédestre traversant le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier a été identifié comme étant une priorité pour les citoyens. La Ville invite la population à se prononcer via un sondage sur la plateforme Espace citoyenne de leur site Web. L'Espace Muni annonce le retour de la fête du voisinage, auparavant fête des voisins, le 1er juin prochain aux 4 coins du Québec. Les citoyens qui désirent créer un événement dans leur quartier à leur image pour faciliter le rapprochement entre voisins, que ce soit d'une même rue, d'un immeuble d'habitation ou encore d'un même quartier. Enregistrez votre fête du voisinage d'ici le 30 mai à espacemuni.org pour un accompagnement dans l'organisation de votre événement. Le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, a annoncé son plan pour l'avenir de la langue française. Par le biais d'un groupe composé de M. Roberge et différents ministres, ce plan a pour but de freiner le déclin de la langue française. Suite à de récentes études, notamment de l'Office québécois de la langue française, démontrant une baisse de l'utilisation du français dans différentes sphères de la société québécoise, le plan tient compte de 5 principales tendances qui impactent la vitalité de notre langue. Je vous rappelle la journée des petits entrepreneurs à venir le 1er juin prochain dans plusieurs municipalités, ainsi que les activités pour les portes ouvertes du club de canotage d'Otterburn Park le même jour. C'était nos actualités de cette semaine. Nous vous invitons à nous contacter via info@tvr9.com pour nous faire part de toute information qui serait pertinente pour l'ensemble de notre communauté. Nous vous rappelons que nous sommes votre télévision régionale et c'est à vous de nous utiliser pour transmettre toutes les informations qui peuvent être utiles pour tous. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes à la Chambre de commerce de la Vallée du Richelieu avec Mme Larochelle, présidente directrice générale. Bonjour, Mme Larochelle. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre prix remporté dernièrement, le prix Jean-Paul Letourneau. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est? En fait, le prix Jean-Paul Letourneau, c'est vraiment deux belles choses en même temps. C'est-à-dire que Jean-Paul Letourneau, c'est quelqu'un qui habitait dans la région ici, qui est Hilaire-Montais et qui a fait beaucoup pour le mouvement des chambres de commerce, pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et de par son leadership inspirant, et vraiment, il a fait en sorte que la fédération, que ce grand réseau-là prenne son envol. C'est quelqu'un vraiment de très important. Le prix, c'est le prix qui souligne le leadership d'un dirigeant ou d'une dirigeante de chambre de commerce. Et cette année, c'est moi qui ai eu
l'honneur d'hériter de ce beau prix-là lors du Gala des chambres de commerce qui a eu lieu la semaine dernière à Saint-Hyacinthe. Et c'était pas gagné d'avance. Il y a quand même une procédure avant pour pouvoir faire poser sa candidature. Et il y a aussi des concurrents quand même assez intéressants de l'autre côté aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Dans le fond, c'est le même principe que, comme nous, par exemple, on organise le Gala Grand Richelois. On souligne l'excellence entrepreneuriale, on salue les dirigeants d'entreprise, petite, moyenne, grande taille, tout ça, etc. C'est la même chose avec ce gala-là, sauf que là, on salue les gens, les chambres, la permanence comme les administrateurs qui gravitent et qui font vivre littéralement les chambres de commerce au Québec. Donc, il y a au-delà de 120, 125 chambres de commerce. Et puis oui, il faut déposer la candidature pour la catégorie souhaitée. Cette année, bien, ça a été déposé pour souligner mon leadership. L'année dernière, on a eu on a été choyés littéralement. On a remporté le prix Chambre de commerce de l'année. Alors ça, c'est un beau prix parce que c'est une tape dans le dos envers toute l'équipe au grand complet. Le prix de cette année, c'est un peu plus personnel, mais en même temps, je me dis que ça serait impossible d'être leader si j'avais pas l'équipe extraordinaire que j'ai. Donc, tout est dans tout, comme on dit. C'est ça. Puis, ça ne vient pas nécessairement avec sans effort. Donc, entre autres, il y a beaucoup de questions dans la région de l'implantation de l'usine Nordvolt. Vous avez eu l'idée d'aller faire un voyage sur place en Suède prochainement, en fait, très, très bientôt. Oui. Qu'est-ce que vous espérez, vos attentes face à ce voyage? Bien, c'est ça, quand on a su que Nordvolt avait choisi notre belle région pour s'implanter, tout de suite, la journée même, on s'est dit, bien, il faut absolument qu'on aille prendre conscience, qu'on aille prendre connaissance de l'impact que ça a, l'implantation d'une giga-usine, comme ils le disent eux-mêmes, sur un territoire donné. Nous, on est une petite communauté tissée serrée, dans un lieu vraiment bucolique. Ça va représenter quoi comme impact? Moi, j'ai envie de dire comme impact positif. C'est un peu ça qu'on va aller regarder. On va aller s'inspirer de tout l'écosystème entrepreneurial qui a poussé, qui a émergé littéralement autour de l'implantation de la première usine à Skellefteå. J'espère que je ne massacre pas le nom, en Suède. Et c'est ça qu'on va aller constater sur place. Donc, on va aller visiter, oui, l'usine, mais on va aller aussi rencontrer les gens de la chambre de commerce là-bas, la mairie et puis bien, tout ce qui gravite littéralement autour de, comme je le disais, l'écosystème entrepreneurial, tout ce qui s'appelle développement économique dans la région. Et même économique et social également, parce qu'on va même s'intéresser aux écoles. Donc, ça va être vraiment un superbe voyage et on va être 16 à partir en délégation à partir d'ici. C'est organisé par la CCIVR. On va être 2 de la Chambre de commerce. J'y vais avec Marie-Ève Gaudreau également et moi-même. Puis on s'en va là-bas avec des industriels. Il y a même quelqu'un qui a une chocolaterie. Tu sais, c'est ce qu'on veut aller voir. On veut aller apprendre. Est-ce qu'ils ont des bons coups? Est-ce qu'ils ont des moins bons coups? Comment ils ont vécu ça? C'est ce qu'on veut découvrir. Et avec cet apprentissage-là, ces outils-là, ça va vous permettre de ramener tout ça ici pour... Vous espérez quoi, en fait, comme rôle que la CCIVR peut jouer dans l'implantation de Nordvolt avec ces outils, cet apprentissage-là? Mais comme dans toute chose, la Chambre de commerce, la façon qu'on la voit, c'est vraiment... Nous, on est un liant, dans le fond. Ce qu'on aime, c'est mettre les gens en commun. On aime contribuer au développement d'une région qui est riche. Pas riche monétairement, oui, bien sûr, mais riche de ses habitants, riche que la communauté en bénéficie. Fait que c'est un peu ce rôle-là qu'on veut jouer. On veut s'assurer qu'on mette toutes les chances de notre bord pour en faire un succès. Et ça se transmet aussi par une nouvelle émission que vous avez animée, qui est un peu dans le même lien de l'éco-responsabilité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, c'est pour un avenir vert. C'est une série qui est rendue possible grâce à la contribution financière de Recycle Québec. On a obtenu une belle subvention. Et puis, ce qu'on vise à travers cette émission-là, c'est mettre en lumière des entreprises, des organisations de la région qui ont mis au cœur même de leur mission, de leurs actions, des pratiques éco-responsables. Ce qu'on veut vraiment, c'est inspirer les gens qui vont écouter, même des gens qui n'ont pas d'entreprise, des gens qui travaillent dans des entreprises, donc qui vont pouvoir justement jouer peut-être un rôle d'influenceur ou alors tout simplement à la maison, chez eux, chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, on se promène partout à travers le territoire, ce qui est fabuleux. On va vraiment là, d'un bout à l'autre, même Saint-Paul d'Abbotsford, on a une ferme qu'on rencontre, on ne rencontre pas la ferme, bien évidemment, mais tu sais, on rencontre les gens de cette ferme-là pour nous expliquer comment ils ont
ont mis ça au cœur de leur pratique. Fait que c'est large, c'est vaste. On a une entreprise manufacturière de Chambly également, du parc industriel. Donc, ça touche à tout. Ça nous touche tous. Donc, on invite les téléspectateurs à être au rendez-vous pour cette nouvelle émission. Merci, Mme Larochelle, et encore une fois, félicitations pour votre prix Jean-Paul Letourneau. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes avec Tristan Labrie à la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres à Belleuil. Bonjour, Tristan. Bonjour, Marie-Ève. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler un peu des services qu'offre la Maison des Jeunes. Tout d'abord, comment tu aimerais décrire la Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres? Ben, c'est un environnement, c'est un safe place, un environnement où est-ce qu'on peut se sentir en sécurité, où est-ce qu'on peut se sentir à l'aise, où il n'y a pas de jugement. C'est une place incroyable. Donc, ils acceptent tous les jeunes sans condition. Y a-t-il une limite d'âge, par contre? C'est de 12 à 17 ans. 12 à 17 ans, mais vous avez aussi la boum pour les plus jeunes. Oui. Comment ça fonctionne? C'est un événement une fois de temps en temps, périodique? Ou... C'est une fois par mois. La dernière qu'on va faire, c'est en juin. Fait que je crois que c'est de octobre jusqu'à juin. C'est une danse primaire, donc de 9 à 12 ans. De 4e, 3e à 6e année. Et nous, les jeunes des maisons des jeunes organisent comme la sécurité ou tous les services à la boum. Donc ça, c'est une des facettes de la Maison des Jeunes, mais quoi d'autre que la Maison des Jeunes offre aux jeunes de Saint-Hilaire et Belleuil? Des fois, on fait des activités ou des portes ouvertes où est-ce qu'on va, comme les vendredis, les 6e années peuvent venir faire des devoirs ou jusqu'à 9 heures, fait qu'ils peuvent expérimenter quand les plus vieux arrivent, voir c'est comment la Maison des Jeunes avec les plus vieux, à quoi ça ressemble réellement quand les plus jeunes sont partis. Est-ce qu'il y a de l'aide aux devoirs ou c'est vraiment plus une place tranquille qu'on peut travailler? Oui, les mercredis de 3 à 9 heures, là, c'est l'aide aux devoirs. Mais en fait, c'est de 3 à 6 heures. Et on a de l'aide aux devoirs avec plusieurs animateurs. Et les vendredis, il y a de l'aide aux devoirs aussi, mais de moins. Mais c'est vraiment une période où que les 6e années, ils ont d'expérience avec les plus vieux. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, mais c'est aussi un endroit où vous êtes un peu encadré. Donc, advenant qu'un jeune a des difficultés autres dans la vie, est-ce qu'il peut arriver ici et dire, moi, c'est pas les activités, c'est vraiment un accompagnement que je veux? Oui. Ouais, si en même temps, il y a des jeunes qui ont des troubles avec la famille, où ils peuvent en parler, ou aussi des troubles avec des amis, l'intimidation, ou quoi qu'autre, ils peuvent venir ici dire, dénoncer, ou en parler. Est-ce que ça peut aider, selon toi, les jeunes qui sont plus gênés à sortir un peu de l'isolement ou de leur sous-sol devant leurs jeux vidéo? Est-ce qu'il y a une façon que vous allez les attirer d'une manière particulière? Ouais, ici, moi, je joue souvent aux jeux vidéo, donc on va dire, bon, on a des jeux vidéo pour venir ici. Puis des fois, quand on voit qu'ils jouent surtout aux jeux vidéo, on va dire, bon, nous avons une activité mettons, à l'extérieur ou dehors, puis là, ils sont obligés d'aller de participer. On leur dit, soit un échange, tu fais ça, après ça, tu pourras faire ça. C'est surtout le social, s'il y a d'autres jeunes, là, apprendre à parler entre eux. Et parmi tout ce que la Maison des Jeunes peut offrir, c'est quoi tes moments préférés ou favoris? Qu'est-ce qui vient te chercher dans ton top 3 là, de moments que tu as vraiment appréciés? Moi, je dirais, ça serait c'est toujours quand on fait de la musique où on parle toujours ensemble. Là, des fois, on n'a rien à faire, fait qu'on va juste parler entre nous, tout le monde. Être social, quand il y a des nouveaux, on va se mettre tout le monde ensemble, puis là, on va s'apprendre à se connaître, même si on se connaît déjà, il y a toujours des nouvelles dans nos vies. Et est-ce qu'il y a beaucoup de changements aussi au niveau du personnel, où les jeunes peuvent s'attendre à retrouver possiblement le même genre de personnes une fois à l'autre? Oui. Les horaires ici à la Maison des Jeunes, il y a plusieurs cantons ici. Il y aurait un animateur à Belleuil, mais là, peut-être qu'il faudrait se retrouver à Mont-Saint-Hilaire. Puis, ils reviennent toujours, peut-être, à chaque horaire, à chaque semaine. OK. Donc, un jeune qui veut s'inscrire, là, comment il fait? Est-ce qu'il doit prendre des démarches ou il se présente à la Maison des Jeunes de Saint-Hilaire comme celle de Belleuil? C'est les mêmes personnes, là? Oui, même si en temps ils se présentent à Belleuil, ils font leur fiche d'inscription. Ils la donnent aux animateurs, et après ça, ils vont à Mont-Saint-Hilaire, ils ont besoin d'en refaire une autre. Les deux sont associés ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup de paperasse et tout à remplir. On peut juste décider d'embarquer dans les événements à venir, les activités. Oui, exactement. Et pour l'été, vous mentionnez des heures d'ouverture un peu plus prolongées, hein? Oui. Il y avait des possibilités. C'était les vendredis, samedis que c'était plus long? Toutes les journées à part le samedi. Le samedi, c'est de 11 à 5 heures. Okay. Mais le reste de toute la semaine, c'est de 5 à 9.
Et pour les parents qui auraient des petites inquiétudes de laisser aller leurs jeunes enfants à la boum, des fois c'est un petit peu jeune, 9 à 12 ans, est-ce qu'ils peuvent communiquer par Facebook, par un site web? Voilà, on a un numéro de téléphone, donc là, on amène soit les deux ou un des téléphones d'une des maisons des jeunes. Et ben, les parents peuvent soit venir se présenter. Il y a beaucoup d'animateurs qui sont en avant, fait qu'ils vont demander des informations pour qu'ils soient plus inquiets. J'imagine que c'est une façon aussi de récolter des bénévoles. Vous Ouais. avez besoin de bénévoles aussi. Quand il y a des parents qu'on voit qui voient qui veulent participer, on leur demande, on leur propose d'être bénévoles. Bien, merci beaucoup, Tristan, pour toutes ces informations-là, en espérant que ça donne le goût à d'autres jeunes de s'impliquer dans la Maison des jeunes qui, dans le fond, leur appartiennent d'une certaine façon. Merci, Tristan, pour l'entrevue. C'est très apprécié. Merci, Marie-Ève. Merci. Madame Andréane Paris, directrice générale du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie, est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, Madame Paris. Bonjour. Vous êtes en studio aujourd'hui pour nous parler de la 4e édition qui a eu lieu pour la Semaine montérégienne de l'économie circulaire avec une annonce de bonification qui sera octroyée. Oui, tout à fait. C'est toujours le fun d'avoir des beaux événements qui se clôturent avec des annonces de financement parce que quand on travaille en environnement, c'est des éléments stratégiques là, de pouvoir aussi assurer la mise en œuvre de nos actions. Donc, c'est une semaine complète là, du 29 avril au 2 mai où on avait plusieurs activités. Puis, on terminait la semaine en présentiel avec plusieurs conférenciers et cette annonce-là de financement là, de 1,2 million pour l'économie circulaire en Montérégie. Parce que vous avez initié en 2022 tout un processus, en fait, sur le sujet. Quelles ont été les priorités régionales qui ont été identifiées par rapport à ça? Bien, en fait, le grand processus, c'est que tout le monde bouge en même temps. Tu sais, la volonté, parce que changer un modèle économique qui est linéaire, donc extraction de ressources, consommation, déchets, on l'enfouit, à un modèle qui est circulaire, donc extraire seulement ce qu'on a de besoin, remettre en environnement s'il y a des déchets à chacune des étapes. C'est quand même un grand défi. Au Québec, on est à 3,5 de circularité. Puis si on veut atteindre nos objectifs mondiaux de carboneutralité ou de tous nos engagements internationaux sur le carbone, ça serait 17 qu'il faut aller chercher. On a des pays qui font ça jusqu'à 24 donc on est capable de faire mieux. Donc, on s'est donné des axes stratégiques, des grands objectifs au niveau de la logistique, au niveau de la communication, société, comment on peut outiller nos municipalités à parler d'économie circulaire parce qu'on en fait tous. On est tous allés porter du linge à la friperie ou racheter ou prendre le linge de notre frère pour les enfants. On en fait. Donc, c'est comment qu'on peut en parler, comment qu'on peut mieux accompagner puis essayer d'en faire plus, comment qu'on peut faire accompagner nos entreprises aussi, développer des formations pour les organismes de développement économique. Donc, on a des grands objectifs là, comme communication, société, la logistique, la création de synergies entre entreprises, le volet agroalimentaire qui a un potentiel énorme de circularité et de retombées environnementales vraiment importantes, la construction, qui est un grand défi parce qu'on jette beaucoup en construction. Donc, c'est vraiment un peu autour de ça que se dressent là, nos objectifs de la feuille de route. Donc, concrètement, quel type d'action qu'on pourrait voir comme changement? Mais en fait, ça va être vraiment, ce qu'on veut créer, c'est des changements opérationnels, structurels. Donc, on veut s'assurer que les gens sachent de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire, la base. Et après, on veut mieux accompagner tous les décideurs à faire des choix plus éclairés pour intégrer l'économie circulaire. Je vais parler c'est donner quelques exemples pour un citoyen, mais comment on peut mieux repérer, par exemple, les organismes qui nous permettent d'aller chercher des dons, des vêtements, aller faire des ateliers de réparation, des choses comme ça. Donc, accompagner nos municipalités pour offrir davantage de services-là ou être capable de repérer où on va. Pour des municipalités, revoir leur réglementation, parce qu'on a des réglementations, des fois, qui vont à l'encontre du principe d'économie circulaire. Juste le fait que si on ne peut pas avoir une petite maison dans notre cour pour ou du bigénérationnel pour loger. Donc, toutes ces choses-là, c'est optimiser l'espace d'une maison qui peut répondre à des objectifs sociétaux aussi de crise du logement. Mais si on a des réglementations qui vont à l'encontre, comment on peut les lever pour vraiment amener une optimisation de nos ressources? Puis pour mettre tout ça en place, vous avez fait une concertation. Vous n'êtes pas parti seulement avec une idée. Vous avez été voir vraiment l'ensemble. Parmi les partenaires ou les gens que vous avez consultés, qui s'y retrouvent?
Bien, d'abord, on avait un comité de projet là, qui nous a vraiment aidé à aller chercher justement le pouls de plein de gens. On avait Montérégie économique qui nous a accompagnés depuis le début, mais des organismes comme Développement économique Longueuil qui sont bien impliqués aussi là-dedans, ou d'économie circulaire. On a le Centre de transfert technologique en économie circulaire du Québec. Donc, on en profite aussi sur notre territoire, des spécialistes, mais aussi la table régionale de la Montérégie qui regroupe préfets et élus, là, qui étaient aussi dans notre comité. Et on a essayé d'aller chercher vraiment l'ensemble des intervenants, les acteurs économiques, développement économique, les acteurs environnementaux, les organismes de développement économique, le citoyen aussi, les ministères. Donc, vraiment d'avoir un public diversifié. Et il y aura aussi, en terminant, vous avez aussi fait une coordination, en fait, avec Montérégie économique, c'est important de le mentionner, Oui. qui va faire un peu avec vous un partenariat pour la suite des choses. Et en lien avec ça, vous avez la biodiversité qui va finalement suivre aussi l'économie circulaire. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, Montérégie économique devient le gestionnaire du financement qui a été octroyé. Donc, on continue à collaborer, on travaille beaucoup avec eux. Mais il faut savoir que l'économie circulaire sert à la biodiversité parce qu'en faisant moins d'extraction de ressources, on protège notre territoire et nos milieux naturels. Ce qui est très important aussi. Merci, Mme Paris, d'être passée à notre studio aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour revenir sur la 5e séance du Conseil de la MRC Vallée du Richelieu, Mme Nadeau, vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mme Brisebois. Vous êtes la préfète, en fait, de la MRC-VR et la mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Donc, vous êtes la mieux placée pour venir nous faire une belle invitation pour les citoyens. Exactement. En fait, c'est Rencontre du patrimoine. En fait, c'est la 2e édition qui va avoir lieu le 28 mai prochain de 3h à 8h le soir au centre de Bernard Gagnon. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir des conférences sur autant la différence entre entretien des bâtiments du patrimoine que rénovation sur nos bâtiments patrimoniaux. Donc, c'est vraiment un événement à ne pas manquer et c'est co-organisé avec la MRC Marguerite-Douville. Donc, on vous attend en grand nombre. Il a été question de réitérer l'engagement pour la rivière. Exactement. Oui, vous savez, c'est un sujet qui nous préoccupe tous dans la vallée du Richelieu, mais pas juste nous. Donc, on veut faire appel à les MRC et municipalités tout le long aux abords du Richelieu qui viennent se joindre à nous pour cet engagement-là pour notre rivière Richelieu. En fait, on veut demander au ministre de la Culture et des Communications du Québec, de signifier leur intérêt, en fait, pour la préservation et les composantes patrimoniales de notre Richelieu. Et en fait, on veut que ça soit désigné officiellement comme lieu historique. Donc, on veut avoir cet engouement-là. Puis, on a réitéré notre engagement quant à la protection de la rivière Richelieu suite à la réception d'une lettre que nous avons reçue de l'Assemblée nationale de Mme la ministre Nathalie Roy, qui venait justement nous dire que tout ce qui était en lien avec le Richelieu et le projet Nordvolt était conforme. Donc, ça nous a donné un bel élan pour réitérer notre engagement. Et il y a eu par la suite des comités, entre autres des rapports de comité, des adoptions de rapports de comité. Donc, vous avez eu une grande séance quand même. Oui, effectivement. Vous savez, c'est le printemps et bientôt l'été et on a hâte tous aux vacances. Donc, c'était le temps des dépôts. En fait, on a eu 3 dépôts, entre autres pour le comité incendie, qui vient justement souligner le travail qui a été fait jusqu'ici pour notre schéma de couverture de risque, qui est une obligation. Puis aussi, nous avons eu aussi le rapport d'activité 2023-2024, Bâtir ensemble. Donc, c'est une communauté de pratiques en développement de logements communautaires et sociaux que les élus ont fait avec l'administration et des aménagistes pour démontrer comment on pourrait arriver à du logement abordable et du logement à prix modique, comment on pourrait arriver à faire des projets structurants. Est-ce que c'est avec des organismes? Est-ce que c'est avec des municipalités qu'on pourrait avoir ce type de projet? Puis aussi, nous avons eu le rapport d'activité 2022-2023 du comité sur le soutien aux communautés rurales.
Puis on sait à quel point c'est important de développer nos communautés rurales pour la rétention de nos aînés et aussi garder nos familles là, dans notre municipalité. Ce sont tous des dossiers, en fait, qui sont pour les citoyens de la vallée du Richelieu, qui sont très importants. On parle de logement abordable, on parle des trucs comme ça qu'on entend souvent dans la population. Et vous avez eu aussi un rapport de la régie de police. Vous avez re-signé l'entente. Oui, c'est ça, oui. pour 10 ans. En fait, c'est la Sûreté du Québec. Dans la MRC de la vallée du Richelieu, nous avons 4 municipalités qui font partie, dans le fond, de la Sûreté du Québec. Donc, c'est la MRC qui est porteur du dossier pour signer cette entente-là, qui est pour les prochains 10 ans, pour la relocalisation de leurs locaux, puis aussi pour l'engagement qu'ils ont fait là, avec le ministre de la Sécurité publique pour le niveau de nombre de policiers. Et pour conclure cette séance, vous avez aussi eu une nouvelle par rapport à la Caisse des jardins. Bien, exactement. On sait que dans notre territoire, il y a des guichets automatiques qui vont être enlevés, donc à Saint-Antoine-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu, dont on s'est joint à 1600 signataires pour dénoncer à M. Guy Cormier, président de la Fédération et des directions du Mouvement des Jardins, pour lui dire que ce retrait-là fait vraiment mal à nos petites communautés. Donc, on s'est joint là pour dénoncer. Merci beaucoup, Mme Nadeau, pour ce retour sur cette séance, la 5e séance du Conseil. Merci. Merci. Merci d'avoir été présent pour cette émission. N'hésitez pas à devenir membre de TVR9. Sur notre site Internet, sous l'onglet « À propos », vous trouverez toute l'information nécessaire pour vous inscrire. Vous pourrez aussi visionner des émissions déjà réalisées dans le passé par TVR9. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à notre équipe de bénévoles, nous sommes à la recherche de postes pour la recherche, l'animation, devant ou derrière la caméra. Venez vivre une expérience de télévision avec nous. Merci et bonne semaine.